Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. Allez, ce matin on vous propose de prendre l'air, on va parler de la qualité de l'air. Pour la mesurer, il existe bien entendu des organismes professionnels comme Airbraise, mais on peut aussi la mesurer soi-même avec des capteurs citoyens, comme nous l'expliquera Virginie Jourdan. Dans la rubrique famille, nous ferons des travaux pratiques avec Gwendoline Brahim. Ce matin, elle nous montrera comment fabriquer sa pâte à modeler maison avec des produits naturels et comestibles, s'il vous plaît. Nous évoquerons aussi un sujet un peu plus délicat, le surendettement. Une association vous aide à trouver des solutions dans notre région. Le président de Crésus Bretagne détaillera sur ce plateau l'accompagnement qui peut être mis en place pour sortir de la spirale infernale. De l'espoir, il en sera également question avec Adélaïde Castier, responsable éditoriale de Littoral sur notre antenne. La présentatrice de l'émission, Marine Barnerias, est allée à la rencontre des Pink Dragon Ladies, ces femmes atteintes de cancer du sein qui font des randonnées en kayak dans le golfe du Morbihan, une façon symbolique de ne pas ramer seule. Enfin, nous évoquerons la très belle programmation du Festival national du film d'animation qui se tiendra du 24 au 28 avril sur le territoire de Rennes Métropole. Voilà pour le menu du jour. Bienvenue à vous tous en ce mercredi matin. Bonjour à tous sur ce plateau. Bienvenue Gwendoline, bienvenue Bonjour. Virginie, Bonjour, bienvenue Michel et bienvenue Catherine. Bonjour. Bonjour Catherine. Alors, vous nous emmenez prendre l'air vous aussi ce matin ? Alors, je me suis renseignée Laurence pour l'occasion et c'est pas fastoche de faire dans la bonne humeur quand on parle de qualité de l'air en ce moment. À ce point-là. Bon d'accord, alors pourquoi ? Je suis désolée. Expliquez-nous. Là c'est d'actualité, en plus il y a eu les particules fines dans le Finistère et le 22 là, il n'y a pas longtemps. Et ça fait penser quand même à le bon vieux temps de Tchernobyl, où les nuages radioactifs passaient pas les frontières. Vous voyez, on avait des frontières complètement imperméables, c'était magique. Et puis ça, c'était 86, c'était avant l'espace Schengen. Ça, les gens parlaient comme ça dans les années 86. Ils étaient déjà cons. Et le bon vieux temps de la vache folle en 96, où on se disait, ah dis donc, bientôt, on ne pourra plus respirer. Et ben, ça y est, on y est, et ça devient difficile. En tout cas, non, mais il y a des chiffres un peu affolants. Notamment sur les particules fines. Et j'ai vu un article notamment qui dit que les estimations du danger des particules fines sont revues à la hausse maintenant. Et ce serait plus de 8 millions de morts par an à cause de la pollution atmosphérique et de la qualité de l'air. Donc 120 en Europe, 120 personnes sur 100 000 à peu près pourraient décéder cette année à cause de la mauvaise qualité de l'air et des particules fines. Voilà, on en est là. Bon, d'accord, c'est super joyeux. Je vous avais dit, j'éviterai de me renseigner la prochaine fois parce que ça colle le bad. Mais rassurez-vous, donc quand même, si je vais quand même enfoncer le clou, ce serait 5000 personnes si on met ça sur la dimension de la Bretagne, quand même 5000 personnes. C'est pour vous dire, c'est énorme. Donc c'est comme ça, peut-être on râlera moins, je sais pas, parce que moi je suis conductrice, je roule au gasoil, voilà, j'avoue. Je râlerai peut-être moins quand il y aura des restrictions de circulation, en pensant à ces 5000 personnes, et parce que ce serait peut-être un peu comme si on pétait juste avant de sortir d'un ascenseur, en disant une fois que la porte se referme, ah dis donc, ça pue chez vous. Voilà. Vous voyez où j'en suis rendue, à parler du prout pour pouvoir détendre un peu l'atmosphère. Je suis désolée. Moi, il n'y a que ça qui m'aide quand je vois des chiffres comme ça. Bon, allez, pour détendre un peu l'atmosphère, on va peut-être se regarder un petit sujet en image sur la qualité de l'air, une petite bouffée d'oxygène. Allez, c'est parti. La qualité de l'air en image. Prenez une grande bouffée d'oxygène, inspirez et expirez. Oui, pardon, on ne vous avait pas dit que l'air était un peu pollué. Mais d'abord, l'air, c'est quoi ? Même s'il est invisible, ce n'est pas du vide. Dans l'air, on retrouve de l'azote, de l'oxygène. Jusque-là, tout va bien car cela nous permet de vivre. Mais la liste ne s'arrête pas là. L'air qui nous entoure est bourré de polluants qui n'ont rien à faire dans nos poumons. Et qui, en plus, sont pointés du doigt par l'Organisation mondiale de la santé. Exemple, le benzène, qu'on retrouve aussi bien dehors que dedans. Et oui, vous avez bien entendu, dedans aussi. Un petit coup de spray désodorisant pour éliminer les odeurs, et hop, vous venez en une fraction de seconde de vaporiser du benzène dans votre maison. Pas le top, quoi. Ce sont les contrôles de l'air dans les grandes villes qui nous permettent ce constat accablant. Et accrochez-vous, maladies cardiovasculaires, cancer des poumons, maladies pulmonaires chroniques, infections respiratoires. La pollution serait responsable de 67 000 décès par an en France et presque 9 millions dans le monde. C'est plus que le nombre de morts liés au tabac. Et même s'il paraîtrait que la situation s'améliore, 3 secteurs d'activité sont pointés du doigt. Le secteur résidentiel, car chauffer ça pollue, les activités industrielles, en raison notamment de leur quantité, et enfin,
les transports avec les pots d'échappement, mais ça, on s'en doutait un peu, non? De quoi se dire? Allez, c'est donc dans la joie et la bonne humeur que nous accueillons Virginie Jourdan, notre chroniqueuse environnement. Bonjour Virginie. Bonjour Laurence. Bon, vous allez être un peu plus rassurante ou pas? Parce que là... Alors sur les chiffres, je ne peux absolument pas être plus rassurante que ce qui a été dit. Voilà, effectivement, sur les 67 000 morts en France, liés notamment à la mauvaise qualité de l'air. Alors le seul point positif, c'est qu'il y a des actions qui sont en cours pour aider les citoyens à se rendre compte. Déjà, la prise de conscience de cette pollution de l'air, elle est importante. Alors, à l'échelle de la Bretagne, on va parler donc des capteurs citoyens. Alors, ces capteurs citoyens, ils peuvent être développés par des citoyens qui se réunissent entre eux. Alors, c'est le cas en Bretagne. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de capteurs qui sont déployés, qui sont des capteurs citoyens. Ils font partie d'un projet européen qui s'appelle Louvdaten. Donc, il y a un site internet www.louvdaten.org sur lequel on peut les voir sur une carte bretonne. Ce ne sont pas des capteurs qui ont vocation à être professionnels. On a parlé tout à l'heure d'Airbrace, donc ce sont les associations de surveillance de la qualité de l'air, les ASCA, qui sont les associations qui ont vraiment cette responsabilité à l'échelle de la France de mesurer les taux de pollution. Et on parlait tout à l'heure des dépassements qu'il y a eu récemment, jusqu'à au moins hier mardi, on était encore en alerte sur les Côtes d'Armor, le Finistère, pour les particules fines, PM10, PM2,5. Donc 2,5, c'est 2,5 microns, donc ça rentre très très profond dans les poumons. Et l'île-et-Vilaine avait connu avant 3 jours d'alerte aussi, donc ce sont des pollutions qui sont réelles. Alors ces microcapteurs, ils permettent de faire des mesures qui ne viennent pas concurrencer les mesures des ASCA. Les mesures des ASCA sont des gros capteurs qui coûtent des dizaines de milliers d'euros. On n'en est pas du tout là. Les capteurs citoyens, ce sont des petits capteurs qui sont nés grâce à la révolution du numérique, et donc qui sont faits d'une carte électronique. Le petit capteur qui permet donc de mesurer les taux de présence de polluants dans l'air. Et donc là, on est vraiment strictement sur de la particule fine. Est-ce que ça fonctionne bien, ces petits capteurs? Parce que ça paraît quand même assez rudimentaire. C'est rudimentaire. Alors, j'ai fait un essai j'ai fait l'essai hier, mardi. Aux environs de midi, j'ai pris la carte de la Bretagne par exemple, il y avait un capteur à Saint-Brieuc en PM, il n'était pas dans le rouge, alors qu'on savait qu'on était en alerte. PM. Alors, PM, particules fines en fait. D'accord, c'est la mesure. On dit PM10, PM2,5, donc voilà, c'est bien particules fines. On n'était pas forcément en alerte. En revanche, il y avait un point violet sur Rennes, qui veut dire qu'on était en extrême cas de pollution. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que ces capteurs, en fait, ils peuvent aussi, on doit être accompagné lorsqu'on les utilise. Donc, on peut citer l'exemple de la ville de Rennes, la ville de Paris, la ville de Grenoble, qui accompagnent des citoyens pour savoir utiliser ces capteurs. On ne va pas les mettre à proximité d'un chauffage, d'une cheminée, par exemple, parce que là, on va être dans le violet tout le temps. Si on est à vélo et qu'on veut faire des captations mobiles, alors ce n'est pas le modèle qui était présenté tout à l'heure de Louvdaten, c'est un autre modèle de capteur citoyen également. On ne va pas se mettre pile derrière un bus, parce que là, effectivement, on va dire, regardez comme rouler à vélo, on est dans la pollution. Il faut essayer de prendre des mesures quand même diverses et variées. Par rapport, donc, ça fonctionne quand même, tout de même, puisqu'on peut avoir des mesures sur ces cartes. En revanche, ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle ne mesure pas non plus le dioxyde d'azote, connu sous le sigle de NO2. Voilà, donc le dioxyde d'azote qui est un des polluants qui est notamment aussi issu du trafic routier, comme les particules fines, et qui est très local, puisqu'on va vraiment le trouver à proximité des grands axes de circulation, autour des périphériques. Donc on sait que les logements qui sont à proximité des périphériques sont plus concernés que d'autres par exemple par ces pollutions. Et ces capteurs, pour l'instant, ceux qui essaient comme c'est une communauté, on parlait de Louvdaten tout à l'heure, ce sont des communautés de makers, de geeks, donc qui documentent la construction de ces capteurs, les livrent en commun pour que d'autres s'en emparent et viennent les améliorer. Il y a des ingénieurs qui ont commencé à travailler sur des capteurs de dioxyde d'azote, mais on est sur des coûts d'environ 2 000 à 4 000 euros, alors que sur ces capteurs, on peut être à 20 euros, ce qui permet vraiment à tout un chacun de pouvoir investir dedans. Donc voilà, ça marche, mais il faut le prendre avec précaution et être accompagné. D'accord. Et
on peut citer quelques exemples de préconisations faites par des associations ou pas? Alors, on peut citer un ouvrage qui vient de paraître sur la question, c'est Olivier Blon, c'est le président. Il y a peu d'associations qui s'occupent vraiment et purement et simplement de la qualité de l'air en France. Il y a l'association Respire. Donc Olivier Blon a sorti un ouvrage qui s'appelle Respirer, solutions pour sortir de la pollution de l'air. Il dresse tout le bilan sanitaire, donc les chiffres qui sont plutôt alarmants, et il donne des préconisations. On sait que par exemple quand même l'usage des véhicules, c'est vraiment quelque chose qui est important puisque les véhicules, c'est soit du dioxyde d'azote, soit également des particules fines. Et on peut citer à l'échelle de la France, il y avait eu des actions qui avaient été mises en œuvre. Par exemple, l'arrêt des feux de cheminée pour éviter les particules fines, ça c'était dans Paris. Et ça vaut toujours mieux que des mesures de confinement, puisqu'on a quand même vu, même en France, des écoliers qui ne pouvaient plus sortir dans la cour de l'école, parce que notamment dans la vallée d'Arves, donc dans les Alpes en plus, où on imagine que l'air est pur, parce que tout simplement, voilà, il y avait un pic de pollution. Et quand on est petit, on est moins protégé. Et quand on court beaucoup, on respire plus profondément. Donc ne pas faire de jogging non plus pendant les pics de pollution. Et voilà. Et bientôt, tous au vélo. Allez. Il y a de plus en plus de gens qui portent des masques aussi. Alors, je ne sais pas si ça va être une nouvelle tendance ou une nouvelle... L'ANSES a fait des tests, mais je ne peux pas vous livrer les résultats puisque je n'en ai pas pris connaissance. Mais on peut... quand on aura les résultats. Il y avait des comparatifs qui ont été faits. Bon, alors vous parliez tout à l'heure, Virginie, justement d'associations comme Airbraze. Eh bien, on va tout de suite, justement, pour surveiller la qualité de l'air, voir un peu comment fonctionnent ces stations spécifiques Airbraze. C'est un reportage de Karl Borozek que l'on retrouve tout de suite. Karl, c'est à vous. Gaël Lefebvre, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici devant une station de mesure de l'air à Rennes. À quoi servent ces stations de mesure ? Eh bien, cette station, comme les 18 autres réparties sur toute la Bretagne, nous servent à surveiller la qualité de l'air 24 heures sur 24 toute l'année. D'accord. Concrètement, comment ça se passe ? Comment rentre l'air ? Comment il est mesuré ? Alors, l'air est aspiré en hauteur, à 2,50 m de la cabine, est aspiré et envoyé vers les différents analyseurs. Ici, on mesure les concentrations en particules fines. Alors, c'est une station qui est située en plein cœur de la ville. Ces stations sont toutes en ville ou est-ce qu'il y en a aussi à la campagne ? Nous avons également une station rurale à Guipry-Messac, dans le sud de l'Ille-et-Vilaine, qui nous permet d'avoir un bruit de fond de pollution rurale. La pollution est souvent importante en ville. Ici, par exemple, c'est le matin. Comment est l'air ce matin ? Alors ce matin, la qualité de l'air est très bonne, puisque ces derniers jours, il a plu, il y a eu une perturbation, donc les conditions de dispersion des polluants ont été importantes, alors que le week-end dernier, il y a eu des conditions anticycloniques et du coup les polluants sont restés sur leur territoire d'émission. Donc plus il fait beau, plus c'est pollué malheureusement. Exactement. Quel est le seuil, ou plutôt le niveau normal de l'air en ville ? Alors sur les particules fines, on a des moyennes annuelles, suivant les endroits, entre 20 et 25 microgrammes par mètre cube. Donc on est en deçà des valeurs de la réglementation française et européenne. Mais sur les PM2,5, qui sont les particules les plus fines et qui rentrent le plus dans votre appareil respiratoire, la ville de Rennes, comme beaucoup de territoires, sont concernés par des dépassements vis-à-vis des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Alors ici, les particules sont mesurées, l'air est mesuré. À qui envoyez-vous ces mesures ? Alors ces données sont diffusées sur notre site internet en temps réel, 24 heures sur 24, tous les jours, toute l'année. Donc tout le monde peut aller voir la qualité de l'air. Exactement, sur notre site internet airbraze.asso.fr. Et ensuite, ces données sont remontées au ministère de l'Environnement. Et ces données servent au reporting de la France vis-à-vis de la Commission européenne sur les données environnementales liées à la qualité de l'air. Très bien, merci. On va se retrouver tout à l'heure dans les bureaux de Airbraze pour en savoir un petit peu plus sur ces mesures, justement. Voilà, merci beaucoup Karl. À tout à l'heure. Bon, voilà, on sait un petit peu plus comment ça fonctionne justement ces organismes qui sont des organismes officiels. Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc avec la loi sur la libération des données, mais qui s'applique à tout secteur d'activité, pas seulement. Là, vraiment, même les citoyens ou les associations vont pouvoir avoir accès à ces données et pour pouvoir aussi, parce que même si ces associations y travaillent, mais c'est pas évident d'avoir la compétence pour comment transmettre ces données de manière pédagogique. C'est ça. Et qualifier justement la et le qualité fait qu'elles de l'air. soient à présent disponibles va aider à aller dans ce sens-là. Ça va tout changer. Voilà. Alors il y en a une autre qui change tout, qui va nous faire changer nos habitudes. Elle s'appelle Gwendoline Brahim. Parce qu'avec vous, Gwendoline, eh bien, on va tout faire maison maintenant, même la patate.
Même la pâte à modeler. Pâte à modeler. Exactement. C'est mercredi, donc il va falloir occuper les enfants aujourd'hui. Oui. Comme on ne peut plus sortir parce qu'on peut pas sortir parce qu'il y a des particules fines, et ben voilà, on va faire, Alors, on va faire la pâte à modeler à la modeler. maison. Alors. Et donc la pâte à modeler, tout le monde connaît, je pense qu'on a tous joué à ça, ces jolis petits boudins bien colorés qui finissent couleur cacadois, marron, et qui sont bien tous mélangés. Même si on a dit surtout tu ne mélanges pas les couleurs. C'est voilà. Non, sinon c'est pas marrant. Non, sinon voilà. c'est vraiment pas drôle. Donc voilà, donc la pâte à modeler c'est quelque chose d'universel, mais c'est pas que ludique. La pâte à modeler, et il en existe plein de sortes. Donc il y a la pâte à modeler qu'on connaît tous très très bien. Mais alors, il y a aussi des pâtes à modeler qui sont beaucoup plus mousseuses, par exemple, ou alors qui vont être toutes douces, d'autres avec des toutes petites billes dedans pour varier les textures et les œuvres d'art, voilà, n'est-ce pas? Et donc, la pâte à modeler, c'est les pâtes sensorielles, plutôt, je pense, voilà. C'est pâtes sensorielles. Pâtes sensorielles, on appelle ça des pâtes sensorielles. C'est aussi Ça très fait pédagogique. chic. Oui, ça fait chic, voilà. Les enfants, Moi, venez, je on ne va fais faire pas des de pâte à modeler, sensorielles. je sors les pâtes sensorielles pour les enfants le mercredi. C'est activité Vous pâtes sensorielles. Vous devez faire votre petit effet, à mon avis. Quand vous êtes... Exactement, c'est beaucoup plus crédible. Et donc voilà, les pâtes sensorielles, c'est aussi très bien pour la pédagogie, par exemple pour la créativité déjà des enfants qui sont quand même de moins en moins créatifs. Il faut le dire, voilà, et la pâte à modeler, c'est très très bien pour ça, mais aussi pour travailler la dextérité. Et la motricité fine, il ne faut pas hésiter aux enfants de leur dire faire plein de petites boules et puis les mettre les unes sur les autres, les petits serpentins. Il faut vraiment les laisser comme ça manipuler. Pour les enfants dyspraxiques qui ont du mal à lier la pensée au geste, c'est vrai que la pâte à modeler, on peut rester dans quelque chose de beaucoup plus grossier. Par exemple, pour faire les lettres de l'alphabet, pour les assimiler et matérialiser, un petit peu. Voilà, on voit là les lettres de l'alphabet. Et voilà, proposer aux enfants de faire les lettres eux-mêmes, ça permet de visualiser vraiment la lettre et puis de la faire. On reste dans le toucher. Et pour les enfants, l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très, très bien. Un petit peu comme les lettres rugueuses Montessori. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ce sont des lettres rugueuses et les enfants les touchent comme ça avec les mains. Et le fait de les faire ça avec de la pâte à modeler, c'est un petit peu le même principe. Et puis ça fait travailler la dextérité et c'est très bien. C'est au moins une bonne demi-heure d'activité dans le calme. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Allez. Alors vous allez nous proposer carrément de créer notre pâte à modeler. Exactement. Vu qu'on est dans le truc écolo à fond, et voilà, moi je vais vous proposer de faire de la pâte à modeler. Donc là on rajoute une demi-heure d'activité supplémentaire aussi aux enfants, comme ça on la crée. Donc écolo et puis ils peuvent même la manger. Vous avez déjà goûté la pâte à modeler du commerce? Non. Bah non. Bon, c'est salé, c'est pas bon. Celle-ci, elle sera pas meilleure, mais au moins elle sentira bon. Et en plus, voilà, elle sera naturelle. Alors comment on fait? Comment ça marche? Dites-moi. Alors très simplement, c'est un peu une base de pâte à sel. Voilà, pour la faire à froid. Sinon, on peut la faire à chaud. Là, j'ai pas emmené mon but à gaz. Oh bah non, c'est une bonne idée. Je suis pas sûre que vous seriez rentrée. Non, je pense que non, on n'aurait pas apprécié. Donc, on va commencer par la farine. Donc, deux tasses de farine. Voilà, donc là, c'est l'équivalent de 2 tasses. Plus petite, bien sûr, on n'en fait pas pour toute l'équipe. Non. Donc, allez, on fait de la patouille. Hop, c'est parti. Voilà, on va faire de la patouille aujourd'hui. 2 de farine. 2 tasses de farine. Donc c'est pas. Non. Ce ne sera pas sans gluten, je suis désolée, je ne suis pas à la mode. Il n'y a pas de graines non plus. Il n'y a pas de graines. Ah, Voilà, mince, il y a bon, pas de on graines. verra les variantes. Donc 2 de farine, 1 de sel. Un de Ouais. sel. Un de sel. Alors là, c'est l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile à peu près. D'accord. D'accord, donc on y va. Peu importe l'huile ou plutôt tournesol, soja, comme ça. Après, on peut varier les saveurs. Tu vois, olive, colza, tournesol, lin, noisette, tout ça, faut pas hésiter. Alors, moi j'enlève les petits pardon. bocaux au fur et à mesure. Hop, comme ça. L'huile, on va garder au cas où. Ouais, au cas où. Parce que j'en avais mis un Voilà. peu plus. Hop, on mélange. Et si on a envie de changer, on rajoute des œufs, du lait et hop, on fait finalement Et la si pâte à jamais crêpes. les Allez, hop. enfants réclament le goûter, hop, le surplus, on n'hésite pas, un petit peu de lait, des œufs. ou de la On n'est plus du tout dans le vegan là, mais bon, c'est pas grave. Et comme ça, on fait les crêpes. Ensuite, de l'eau. De l'eau. Ah voilà. Alors là, il faut faire vraiment à l'œil. Alors, il faut que ça ait il faut que ce soit quoi Comme la pâte à modeler, quoi. Faut pas trop que ce soit liquide. Alors, montrez-nous bien le saladier. Toi, tu es grande, tu Voilà, fais ça parfait. proprement, mais j'imagine que Mais chez oui. un petit. J'ai une pression. Oui, énorme. vous avez Tout le pas monde idée. regarde. Pareil que le ménage a été fait, j'ai trop peur. Voilà. Hop, encore un peu d'eau. Allez. Et alors, c'est pour colorer. Souvent, on a tendance à mettre des colorants alimentaires ou alors carrément la cartouche d'encre. Allons-y. Ah bah oui. Ah oui. Ah oui. On a peut-être mis un peu trop d'eau. Ah mince. Et donc, termine pas à la main.
Ça va vraiment se finir en pâte à crêpes. Si, je vais finir à la main. Je vais finir à la main. Ouais, bon, hop. Ah si, ça y est. Si. Ça Et prend donc pour forme. colorer, alors ce qui est pas mal, ce sont les épices. Ou, comme tu disais tout à l'heure, le jus de betterave. Alors par contre, on le substitue à l'eau, du coup. Alors, faut peut-être éviter le piment en plus, s'ils doivent. Pas, j'ai envie de dire, on peut varier les plaisirs ou pas. Voilà, le piment, l'encre de sèche, tout ça, voilà, faut varier. Donc là, j'ai pris du paprika, donc du coup, ça a le goût, mais bon, il y a pas mal de sel, donc faut éviter. Donc normalement, ça colore pas mal. Vous savez quoi? finir la patouille. Je crois qu'on va vous laisser finir votre patouille. Voilà. Puis pendant ce temps-là, on va regarder un petit sujet. Exactement, c'est une bonne sur des idée, Laurence. métiers d'art en Bretagne et notamment le travail du métal. Alors on va tout de suite retrouver Christelle Veillard. Christelle, c'est à vous. Nous sommes à Vannes dans le Morbihan pour rencontrer Pierre Chemereau, coutelier. Alors Pierre, expliquez-moi qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon couteau? Le couteau, ce qui est intéressant avant tout, c'est la qualité de l'acier, de la lame. C'est ce qui va faire l'intérêt d'un couteau, ce qui coupe bien. Donc c'est la principale qualité d'un couteau, c'est de bien couper. Quelles sont les grandes étapes de fabrication d'un couteau? Moi, je commence par le dessin. J'ai l'idée, après je dessine la forme générale, je vois les proportions, est-ce qu'elles sont intéressantes. Après, je passe à l'étape de la forge, où je pars d'une plaque d'acier que je vais découper selon l'acier qu'on va travailler. Et donc après, vous choisissez aussi pour le manche Oui, c'est ça. Donc des fois, une forme de couteau qui est plus un couteau qui va être utilisé en milieu marin, je vais choisir un matériau qui va mieux résister à l'humidité, ou un couteau qui est plus pour un bricoleur ou un chasseur. C'est pareil, on va utiliser des matériaux qui sont adaptés à l'usage, quoi. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de devenir coutelier? C'est le côté très utilitaire. Étant enfant, je m'en servais pour bricoler. J'étais à la campagne, donc on préparait ça, on faisait la cabane, tout ça. C'est vraiment le côté, l'objet un peu de Robin des Bois, quoi. C'est Robin des Bois ou l'Indien, c'est ce qui va nous servir à faire plein de choses. Ouais. Quels sont les bois que vous utilisez? Quelles sont les matières que vous utilisez pour les manches? J'aime beaucoup l'ébène, c'est un matériau qui est facile à travailler, je trouve. Sinon, effectivement, le buis, qui est un bois local, ou au l'if, qui est un joli bois aussi. Et tout ce qu'on appelle les bois précieux, aussi l'ivoire de mammouth, qui est un matériau intéressant. Alors, à qui sont destinés vos couteaux? En règle générale, ce sont la plupart du temps des gens qui vont s'en servir pour manger, mais j'ai aussi des collectionneurs qui les mettent en vitrine. Alors ça me fait toujours un petit pincement au cœur, parce qu'un couteau, ça reste vraiment l'utilité. Très bien, merci beaucoup Pierre de nous avoir accueillis. Maintenant, direction Saint-Jacques-de-la-Lande et l'entreprise Crézé, une entreprise de serrurerie, ferronnerie et métallerie, créée à la fin du 19e siècle, une entreprise du patrimoine vivant. Regardez. Du charbon, un foyer, des flammes, du métal rougi par le feu qui trouvera sa forme entre le marteau et l'enclume. En ferronnerie, tout commence par la forge. Sur le portail des Invalides à Paris, chantier majeur de l'entreprise Crézé, la restauration arrive à son terme. Les grilles latérales fixes ont retrouvé de leur lustre, réparées, traitées et recouvertes d'une toute nouvelle peinture bleue. Et l'opération qui est en cours, c'est de refixer tous les petits colliers qui vont venir resserrer les assemblages. Alors évidemment, il y a 200 ans, il n'y avait pas de soudure. Les assemblages se faisaient mécaniquement et aucun collier n'est identique à son voisin. Donc nous avons ici 400 colliers différents, donc 800 pièces à ajuster une par une pour avoir exactement le bon serrage. Ce portail de plus de 2 siècles posé sous le règne de Napoléon Ier va très vite recouvrer ses éléments de décor dorés à la feuille. La réfection de ces monuments historiques constitue une part importante de l'activité de l'entreprise installée aux portes de Rennes. Une entreprise qui compte une grosse vingtaine de personnes. Notre plus grande difficulté, c'est de trouver des gens compétents. Et donc, ce qu'on fait le plus, c'est les former. Nous travaillons en étroite collaboration avec les compagnons du devoir. Nous formons régulièrement des apprentis. Nous accueillons des itinérants du Tour de France. L'objectif, c'est d'avoir des gens expérimentés. Et donc, il faut des années pour former un serrurier. Des savoir-faire qui s'enrichissent au fur et à mesure des chantiers d'envergure menés aussi bien à l'étranger qu'à Paris, Opéra Garnier, Place Vendôme ou encore à Rennes, où les réalisations sont multiples tant en restauration qu'en création.
Et côté intervention exceptionnelle, les ferronniers ont participé au remplacement de la lanterne du phare des Pierres Noires, au large de la pointe Saint-Mathieu au mois de septembre 2018. Opération hors norme, renouvelée pour le phare de l'île Vierge à une jetée de pierres du Finistère Nord. Aujourd'hui, la coupole est dans l'atelier. Nous sommes en train de reconstruire sa géométrie, donc en remplaçant des éléments trop abîmés ou en consolidant d'autres. On va refaire toute la toiture en tôle de cuivre. Quand on a redémonté, on n'a plus les plans d'origine. Donc il y a beaucoup de pièces, toutes les pièces qui sont ici n'existaient plus. C'est un amas de rouille et donc on a repioché avec des petits morceaux, à se faire un puzzle, à imaginer la pièce par rapport à ce qu'il y avait par-dessus et pour reconstituer les pièces le plus fidèlement possible, on va dire. Un ouvrage de quelques 150 ans dont l'objectif est qu'il reparte en pleine mer pour au moins autant de temps, témoin du passé, à l'image des archives de l'INA qui nous ramènent en 1967 à Landerneau, dans les pas du maréchal Ferrand, ferronnier. Nous voici maintenant en plein travail de forge. Nous allons parler d'un cas particulier. Vous chaussez sur mesure. Oui, c'est une ébauche de fer de cheval de course, ça, de galopeur. Ce sont des fers très légers. Très léger, ça doit pas peser 100 grammes, ça. 100 grammes. Et combien de temps il dure? Oh, environ une quinzaine de jours. Parce que chaque cheval a un fer différent. Ah, évidemment, hein, chacun a sa pointure. C'est un fer de devant, ça. Évidemment, ça nous amène à la ferronnerie et au travail d'art que vous effectuez. Nous voyons vos compagnons derrière qui travaillent. Oui. Le plus jeune a juste là-bas quelques ouvrages. Oui. Il vous est venu d'un service de travail spécialisé. Oui. Il a été en apprentissage dans un centre accéléré et puis de serrurerie. Et ensuite, il est venu chez moi. Et il y a 5 ans qu'il est chez vous, Il y a 5 ans qu'il est chez moi. Et votre autre compagnon, lui, paraît-il, un parachuté. Ah, lui, oui. Il a été dans le légume à Saint-Paul, comme pas mal de Saint-Paulitains d'ailleurs. Et puis, il est venu chez moi. Et depuis, ma foi, regardez son travail. Ça lui plaît, c'est son travail. Ça lui plaît. Vous voyez, ça c'est une très belle création de Pierre Chemreau. C'est un couteau écossais avec le manche en ébène et le pommeau en ivoire de mammouth. Mais pour nous, il est temps de nous séparer. Vous pouvez bien sûr retrouver ce numéro sur le site de France 3 Bretagne. Sur le site de France 3 Bretagne et sur le plateau de France 3 Bretagne où l'on se retrouve en compagnie de nos œuvres en pâte à modeler. Allez, montrez-nous les uns les autres ce que vous avez fait. Oh, voilà. Alors, regardez ça, là, c'est un Catherine, et super un douée quand même. Franchement, Gwendoline. Moi, j'ai fait un escargot qui mange la salade. Escargot, super beau. Et ouais. Michel. Un dromadaire au repos. Ah ouais. Et Virginie, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une anémone, une anémone de mer. Ou un cannelé de Bordeaux. Un cannelé de Bordeaux, oui. Alors moi j'avais fait un pont qui est en train de s'effondrer gentiment, donc bon, c'est pas une réussite. Mais c'est très sympa cette petite pâte à modeler maison. C'est très chouette. Ça fonctionne très bien. Une super idée à faire. À étudier avec ses enfants. Comment trouver une transition pour parler de surendettement après ça? Ça va être assez compliqué là pour le coup. C'est pas cher. Ça coûte pas cher, effectivement. Effectivement. Alors Michel Gour, bonjour. Vous êtes le président de Crésus Bretagne, une association qui lutte contre le surendettement. Quel est le rôle précisément de votre association? Dites-nous tout. Oui, merci. Après un sujet grave, un sujet ludique, encore un sujet que je considère grave. Oui. Le surendettement, donc nous sommes dans le cadre d'une association qui s'appelle Crésus Bretagne. Déjà, merci de nous recevoir au plateau parce qu'on ne parle pas beaucoup du surendettement. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Bon, c'est vrai que l'argent, c'est tabou, mais bon, on n'en parle pas assez dans les médias, tout type de médias d'ailleurs. Donc merci Laurence et merci France 3. Crésus, petit clin d'œil du riche au pauvre, si j'ose dire. C'est la Chambre régionale de surendettement social. Voilà l'acronyme de Crésus. Nous accompagnons les gens donc, en difficulté financière, en difficulté donc, économique aussi, et quelquefois, bien souvent aussi, en exclusion bancaire. Voilà. Alors votre rôle, c'est d'accompagner des personnes en difficulté. Donner des pistes. Donner des pistes, voilà. Parce qu'on ne les connaît pas forcément, ces dispositifs d'accompagnement. Et donc c'est important effectivement de mettre le doigt dessus. Combien de personnes vous avez accompagnées en 2018 en Bretagne? Alors j'arrondis souvent le chiffre parce qu'il est plus facile à retenir, 2000, mais exactement 1950. Donc, mais je pense que, est-ce que tout a été comptabilisé?
Ce qui est conséquent. Allez, je retiens toujours le chiffre de 2000. Voilà. Et en augmentation? En augmentation de plus de 10% par rapport à 2017. Ce qui est un petit peu paradoxe, puisque les chiffres donnés par les banques de France, notamment au niveau de la Bretagne, sont en baisse de 10%. Alors, on a du mal. Est-ce qu'on est beaucoup plus connus maintenant? Les gens viennent plus facilement vers nous. C'est ce qu'on a tendance à croire, tout simplement. Qui sont les personnes qui viennent vous voir? Est-ce qu'on vient spontanément faire appel à vous? Quel est le profil des personnes qui vous contactent? Pas spontanément, hélas. Si c'était spontané, on irait beaucoup plus vite en besogne. Et bien souvent, ce sont les assistantes sociales qui, après avoir étudié le dossier, ou les accompagnateurs sociaux aussi, dans les mairies, qui nous envoient donc les personnes pour un premier rendez-vous. Donc on reçoit la personne en binôme, systématiquement, c'est beaucoup plus facile, on l'écoute, on lui fait un bilan, diagnostic financier, et à partir de là, on donne des pistes. Est-ce qu'il y a possibilité de trouver des aides sociales? Bien souvent les portes sont fermées. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des recours ou des médiations bancaires? Bien souvent, le temps presse, l'huissier est à la porte, le banquier a fait des relances incessantes, donc on ouvre un dossier de surendettement 9 fois sur 10. Alors, de quelle façon on va tomber dans la spirale infernale? Est-ce que ça vient du crédit revolving? Est-ce que ça vient de l'anonymat bancaire? Enfin, vous dites qu'il y a vraiment des... Je pense qu'il y a 5-6 ans, je vous aurais dit oui. J'aurais dit oui, le revolving. Mais depuis quelques années, quand même, le crédit est encadré avec les lois Neers, la loi Hamon, la loi Lagarde, bien avant encore. Le crédit est beaucoup plus réglementé, et mieux réglementé surtout. On était, à cette époque, dans un surendettement provoqué. Aujourd'hui, nous sommes plus dans un surendettement subi. C'est-à-dire que c'est les aléas de la vie qui font que le décès, l'éclatement du couple, le décès du conjoint, voilà aussi donc toutes les causes de surendettement aujourd'hui. Beaucoup de femmes, puisque malheureusement c'est près de 60% de dossiers qu'on a étudiés, ce sont des femmes, femmes seules, femmes divorcées, célibataires ou veuves. D'accord. Est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de banques en ligne sans un conseiller finalement à qui parler de manière physique, est-ce que ça accélère aussi le fait de tomber justement dans le surendettement? Je ne pense pas par ce biais, parce que les banques en ligne sont très strictes, très précises. Il y a des scorings très étudiés, très précis, qui font peu appel au crédit en fait. Les organismes financiers, oui, il y a toujours des organismes financiers qui font des crédits encore revolving, mais beaucoup plus encadrés quand même, quoi. Alors vous, ce matin, vous avez quand même un message positif, c'est-à-dire que pour vous, il y a toujours une solution, et justement, Crésus Bretagne est là pour ça. On peut toujours trouver une solution. Oui, on dit toujours qu'il y a un problème d'argent, il y a une solution. Il faut trouver la bonne. Bien souvent, ça passe par ce dossier de surendettement. Il faut dire aujourd'hui que ce dossier de surendettement est fait pour protéger la personne. C'est une protection, puisqu'elle évite tout ce qui est poursuite. Au niveau bancaire, tout est cadré, donc c'est très très précis. Et aussi, donc, on a, on espère, des jours meilleurs et surtout aussi une capacité à vivre. Alors qu'aujourd'hui, on reste dans l'isolement. Il ne faut surtout pas rester dans l'isolement. L'isolement est plus, quelquefois, malheureusement. Oui, il faut donc pousser votre porte, ne pas hésiter. Oui. 85 bénévoles sont à notre écoute en Bretagne. 85 sur la Bretagne. Combien d'antennes? 25 antennes. Et donc, toute la Bretagne est couverte. Et tout prochainement, l'UDEAC, qui sera notre dernier point de permanence. Merci infiniment, Michel. Et puis, on retrouve toutes les informations sur votre site internet, crésus-bretagne.fr. Oui, merci infiniment à vous. Merci à tous les deux. On va retrouver Karl au bureau d'études Airbraze pour mesurer la qualité de l'air. Merci Virginie, merci Michel. Alors Gaël, nous sommes ici dans les locaux de Airbraze à Rennes. L'air qui a été mesuré tout à l'heure à la station est arrivé, toutes les données sont arrivées, mais quelles données exactement? Eh bien, en temps réel, nous rapatrions toutes nos données des différentes stations de mesure ici dans notre centrale de surveillance. Et pour compléter la géographie de la couverture de la surveillance de la qualité de l'air, nous utilisons des modèles de prévision.
Alors qu'est-ce que c'est que ces modèles de prévision? Eh bien, ce sont des logiciels dans lesquels on incorpore des données météo, les données de nos stations de mesure, tout au long de l'année, en temps réel, des données d'inventaire d'émissions, et également, nous utilisons un modèle de transfert de chimie dans l'atmosphère. Et ainsi, en couplant toutes ces informations, nous arrivons à simuler et à prévoir la qualité de l'air pour le lendemain. Et c'est sur la base de nos prévisions que les préfectures prennent les arrêtés pour les pics de pollution. Alors ici, par exemple, sur cet écran, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut lire, qu'est-ce qu'on peut détecter? Eh bien, on peut voir sur la partie droite les données météo, sur la température, la direction du vent. En bas, les courbes vous indiquent les concentrations mesurées. Et donc, le travail du prévisionniste, c'est de toujours comparer le modèle avec la mesure. Alors, imaginons que là, il y ait une alerte, un pic de pollution météo, c'est envoyé à la préfecture. Quels sont les moyens qu'on a pour empêcher ces pics de pollution? Alors, dans les arrêtés préfectoraux, il y a toute une liste de recommandations et de conduites à tenir. Alors, ça va être par exemple dans le domaine agricole de ne pas faire de brûlage de déchets verts à l'air libre. Sur l'aspect automobile, ça va être une baisse de la circulation automobile. C'est-à-dire qu'on passe par exemple de 110 à 90 pour une journée? Tout à fait. Mais ça va être aussi, en cas d'épisode de pollution qui va durer plus de 3 jours, la mise en place de la vignette critère intra-rocade de Rennes. Qu'est-ce que c'est que cette vignette? La vignette critère classe les véhicules entre 0 et 5, suivant le degré de pollution du véhicule. Et donc, il a été décidé, en cas de pic de pollution de plus de 3 jours sur Rennes, que les véhicules classés 4 et 5 ne pourraient plus circuler intra-rocade. D'accord. Et ce sont des mesures qui marchent, qui fonctionnent, qui permettent concrètement de faire réduire la pollution? Toutes ces mesures permettent de baisser légèrement la pollution. Légèrement seulement, malheureusement. Et oui, parce qu'on prend ces décisions un peu dans l'urgence à chaque fois, en gestion de crise, et le gros des émissions est déjà passé, et donc les polluants sont déjà dans notre atmosphère. Est-ce que moi, en tant que citoyen ordinaire, au jour le jour, je peux influencer la pollution de l'air? Oui, bien sûr, en utilisant au minimum la voiture pour vos déplacements, et donc du coup en utilisant au maximum soit les transports en commun, soit des modes doux comme le vélo ou la marche à pied. Si vous faites des travaux de rénovation dans votre logement, que ce soit au niveau fenêtre, isolation, etc., plus vous trierez vos déchets aussi, mieux ce sera, puisqu'il y aura moins de déchets envoyés vers des incinérateurs. Vous avez également, dans votre quotidien, plus vous utiliserez des circuits courts en termes d'alimentation ou d'achat au quotidien, et bien moins votre empreinte carbone et donc les émissions de polluants atmosphériques seront élevées. Vous avez compris le message, prenez vos vélos. Merci Gaël. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Clémence Bragard et Adélaïde Castier nous ont rejoints. Et à l'image de ce plateau, Adélaïde, ça va être une émission littorale très féminine. Voilà, dimanche prochain. Pour ne pas dire une spéciale femme, quasiment, c'est ça? Quasiment, bah oui. Je réfléchis vite fait, mais oui, je crois qu'il n'y a que des femmes dans cette émission. Oui. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Dites-nous tout. Alors, on va vous parler de Anne Kéméré, notamment, à qui on a proposé en quelque sorte d'être, le temps d'une émission, la rédactrice en chef de ce numéro de Littoral, et on lui a demandé de nous emmener dans des endroits et de nous faire rencontrer des personnes qui étaient importantes pour elle. Alors Anne Kéméré, je vous le rappelle rapidement, c'est une aventurière inépuisable qui, après avoir traversé l'Atlantique à la rame, le Pacifique avec un caillebotte, s'intéresse depuis quelque temps dans des contrées encore plus hostiles à l'homme, en l'occurrence l'océan Arctique. Pour Anne, tout est une histoire de volonté. Ça veut dire que traverser un océan peut être à la portée de tous, de vous, Laurence, de moi. Voilà. Il faut juste de la motivation. Et puis oui, Catherine, si vous pouvez traverser un océan avec de la motivation, un petit peu d'entraînement peut-être aussi. Et puis donc, depuis quelques années, elle déploie son énergie à s'intéresser aux questions qui portent à l'environnement, évidemment. Et puis en s'intéressant à cette zone de l'Arctique, elle a donc envie de relever ce défi de traverser le passage périlleux du Nord-Ouest.
après une première tentative en juillet 2018 qu'elle n'a pas réussi à clôturer puisqu'elle s'est retrouvée enfermée par les glaces suite à quelques déconvenues météo. Elle va essayer de donc retenter ce passage. Elle est portée par le désir d'atteindre une toute petite île à l'endroit où le premier explorateur de ces contrées a vécu il y a plus d'un siècle. Je vous propose qu'on regarde un extrait. On regarde avec grand plaisir. Alors moi, je voulais franchir ce qu'on appelle le passage du Nord-Ouest, qui est ce passage ici. Donc on passe vraiment dans un labyrinthe. Imagine que ça, on est dans l'océan Arctique, c'est glacé l'hiver, ça déglace au printemps, et normalement ça s'ouvre, en tout cas ce petit passage s'ouvre l'été. Mais tu peux quand même être enfermé. Ben, ça peut se refermer sur toi. Exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis fait happer dans un pack de glace ce matin. Et je me suis retrouvée coincée là-dedans. Je suis toujours coincée dedans d'ailleurs. C'est comme un labyrinthe, un immense labyrinthe dans une baie. Et je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais réussir à en sortir. Donc c'est un peu flippant en même temps. Mais il y a un côté tellement étrange. Il y a quelque chose que tu aurais envie d'aller explorer encore là-bas ? Ah oui, parce que moi, j'ai pas fini mon passage du Nord-Ouest. Et il y a une petite île en particulier que j'aimerais vraiment atteindre un jour, qui s'appelle Johaven. Et c'est là que, entre 1903 et 1906, Amundsen, qui s'est engagé dans le passage et qui a été le premier à franchir le passage du Nord-Ouest, il a hiverné ici. À la différence des autres avant lui qui avaient échoué, lui, il s'est dit... Si je veux vivre ici, si je veux passer l'hiver ici, j'ai intérêt à regarder comment les gens vivent. Et je vais m'adapter, je vais faire comme eux. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et il s'en est sorti, et ses 6 hommes d'équipage s'en sont sortis aussi. Et c'est ça que je pense que les voyages t'apportent ça. C'est ça la richesse d'un voyage. C'est de regarder les autres et de se dire, ce que je fais chez moi, il faut que je l'oublie. Mes certitudes que j'avais à la maison, elles n'ont plus aucune valeur ici. Belle leçon de vie. Hein. Ouais, belle leçon de vie. Quelle femme extraordinaire. Et vous, alors, vous allez nous proposer la rencontre de d'autres femmes extraordinaires. Oui, tout à fait. Qui sont-elles ? Pink Dragon Ladies de Vannes. Elles appartiennent à une constellation mondiale, donc les Pink Ladies, tout simplement, qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Pour ceux qui ont la chance de naviguer parfois sur les eaux du golfe du Morbihan, on les reconnaît à leur tenue rose, comme leur nom l'indique. Ce sont donc des femmes qui sont atteintes du cancer du sein et qui ont choisi de pagayer ensemble dans des kayaks afin de briser la solitude de la maladie et surtout pour s'adonner à une activité physique bénéfique. En pagayant, elles sollicitent ainsi le bras proche du sein opéré, ce qui évite des complications médicales. Mais surtout, elles se retrouvent pour partager ensemble un moment et puis un effort, un pique-nique, se marrer, vivre tout simplement. On regarde un extrait. On partage quelque chose de profond en fait dès le départ. C'est pas un groupe comme les autres. C'est un équipage quelque part. Enfin, c'est que c'est un équipage de femmes. Je suis d'accord avec toi. Équipage, c'est un mot important. Et où on avance tout ensemble. Finalement, c'est l'addition des différentes énergies qui fait que notre drakkar, vous avez vu comme il file sur l'eau. C'est peut-être le seul endroit où on peut dire qu'on est fatigué et personne ne nous en veut. Personne ne juge. Parce que tout le monde le comprend, tout le monde l'a vécu. Donc si on relève la pagaie en disant on n'en peut plus, c'est tout. Je veux dire, ça s'arrête là. Voilà, ça crée aucun problème. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas d'histoire de tabou. Par contre, c'est vrai qu'on peut être toutes dans une forme différente. Et par contre, avec très peu de mots, on peut se comprendre. Et puis si on a une qui a besoin d'échanger sur quelque chose, on est à l'écoute. Mais on peut passer. C'est pas notre sujet principal. C'est pas notre sujet principal. On essaie de se détendre, effectivement. Ouais, extrait d'un magnifique échange entre ces femmes qui promet une belle émission. Ce sera dimanche. Tout à fait, une émission donc à voir dimanche à 12h55 sur France 3 Bretagne Littoral. Merci beaucoup Adélaïde. On va retrouver une autre femme extraordinaire. Elle s'appelle Clémence Bragard. Bonjour Clémence. Bonjour. Vous êtes chargée de programmation du Festival national du film d'animation de Rennes Métropole qui va s'ouvrir aujourd'hui en fait. Tout à fait, c'est le premier jour. Voilà, et jusqu'au 28 avril. Alors c'est la deuxième édition rennaise.
mais en fait c'est plus ancien au niveau de la Bretagne. Oui, tout à fait. Le festival est implanté dans la région depuis 9 ans maintenant et se déroulait principalement à Bru jusqu'à 2017. Et voilà, c'est implanté, comme vous l'avez dit, à Rennes depuis l'année dernière, dans différents lieux qui nous accueillent en fait et qui nous permettent d'accueillir tous les publics que l'on accueille pendant ces 5 jours de festival. Après, je pourrais remonter plus loin dans l'histoire du festival, mais je pense que... Non, ça va aller, on va plutôt se projeter vers sur cette année. Et on va justement, avant d'en parler dans le détail, se mettre l'eau à la bouche. On va regarder tout de suite une petite bande-annonce. T'as pas de langue? Les chats l'ont mangé? Les Shadocks ont divisé la France en 2. Une très belle programmation en perspective. Alors, est-ce qu'il y a un thème cette année, un thème particulier? Écoutez, comme vous l'avez vu dans cette bande-annonce, la programmation se dessine autour de plusieurs catégories de films que l'on propose, qui ne suivent pas une thématique particulière, notamment ce qui est des films en compétition, donc les courts-métrages et les films d'étudiants. Mais par contre, la programmation s'étoffe autour de 2 thématiques qui sont la 3D, donc cette technique qui est utilisée de plus en plus, et même on va dire majoritairement maintenant pour faire des films d'animation. Ouais, la pâte à modeler, c'est moins utilisé. La pâte à modeler, c'est beaucoup plus accessible, mais c'est moins utilisé, effectivement. Bon, vous pourrez demander conseil à Gwendoline, elle est experte. On va faire un stop motion avec Catherine. On attend votre film l'année prochaine. Oui, mais j'espère bien. On gagnera. C'est sûr. Oui. Et la seconde thématique, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, et également comme vous avez pu l'entendre hier à travers les propos de Jean-Baptiste Massuet, autour des années 60, avec le soutien de l'INA. Et donc les Shadocks, les fameux Shadocks. Pourquoi c'est si important pour vous la sélection de films étudiants? Écoutez, il faut dire qu'en France... on a une très grande chance, c'est d'être un pays très actif et très dynamique en fait dans le secteur du cinéma d'animation. On est les premiers producteurs et exportateurs de contenu en Europe et les 3e dans le monde. Et tout ça, c'est en partie grâce au nombre d'écoles qui se sont développées et implantées sur tout le territoire français. Il y en a une soixantaine. Ça, ouais. Voilà, donc c'est vrai que... C'est énorme, hein. On se rend pas compte. Mais... On s'en rend pas compte du tout et c'est vraiment l'occasion durant le festival de découvrir une partie des productions en fait, qui sortent chaque année de ces écoles. Parce qu'il y a une énorme production et malheureusement, c'est assez peu projeté au cinéma. Hein, donc finalement, le festival, ça devient une fenêtre un peu unique. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver cette excuse, ce prétexte finalement, pour pouvoir proposer des films qui ne sont pas généralement au cinéma, des courts-métrages, des séries, des clips, que les curieux pourront découvrir pendant ces 5 jours. Alors pour ce qui est de la compétition professionnelle, est-ce que c'est le reflet justement de la multitude de boîtes de production qui existent en Bretagne en matière de cinéma d'animation? Parce que là vous avez vraiment une palette de différents genres en cinéma d'animation qui est assez impressionnante. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on propose 8 programmes qui se retrouveront tout au long de ces journées avec des courts-métrages professionnels qui là aussi sont à l'image de toute la diversité de la création française. On a très à cœur en fait de soutenir les auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs indépendants. Il y en a bien sûr qui sont accompagnés par des producteurs, et notamment des producteurs comme ceux qui sont implantés à Rennes, Vivement Lundi, JPL Film. C'est très important pour nous de montrer aussi que l'originalité est aussi bien locale que nationale, et de créer des passerelles entre ces professionnels-là. Et puis alors, il y a également le hors compétition, entre guillemets, et là, ça vous tient également à cœur. Alors, vous aurez Michel Oslo qui va être présent.
Oui, ben, ça, on Grande est chance. très très content, effectivement. Réalisateur de 10 Lily à Paris, on le rappelle. Voilà, donc Michel Oslo vient présenter 10 Lily à Paris. Donc pour rappel, c'est le réalisateur de Kirikou et d'autres films entre-temps. Et voilà, Ouais. Vous avez une fan. Une grande fan. Et ben, je vous invite à venir voir cette séance qui se déroulera le dimanche 28. Donc, ça sera la dernière journée du festival au cinéma Arvor le matin. Et donc, il aura le plaisir d'échanger avec le public. Et j'ajoute aussi qu'on pourra le retrouver en dédicace pour le livre en fait qui accompagne ce film la veille, le samedi au TNB. D'accord. Puis alors, il y a un film qui vous tient énormément à cœur qui s'appelle Funan. Donc vous aviez envie de parler. Oui, c'est vrai que je vous en avais parlé rapidement. C'est un film qui a de grandes qualités et graphiques et en termes de narration. En fait, l'histoire qu'il raconte, c'est une histoire qui est basée sur des faits réels. On nous plonge en fait dans le Cambodge des années 70, à l'époque du régime Khmer Rouge, et on suit le parcours d'une femme qui veut retrouver son enfant qu'elle a perdu en fait en étant déportée dans des camps de travail. C'est un film qui n'est pas pour les tout petits, bien entendu, mais qui s'adresse malgré tout à un public très large, qui est sur un sujet qui peut être difficile, mais qui nous semble important. Et ce film n'avait pas eu l'occasion d'être projeté dans les salles à Rennes, donc on se dit que c'est vraiment l'occasion pendant le festival de pouvoir le découvrir. Et donc ce sera au TNB vendredi soir. Tout à fait. C'est bien ça. Et ce qu'on ne sait pas, par contre, forcément, c'est qu'un film d'animation, c'est 7 à 8 années de travail. Ça paraît impressionnant. Oui, c'est un travail de longue haleine et c'est en ça que ça nous semble d'autant plus important de soutenir les auteurs en fait et de créer en fait des échanges avec le public pour que à l'issue des films, des projections, tout à chacun puisse découvrir en fait le travail qui se cache derrière ces films-là. Quand on dit 7 à 8 ans de travail, c'est pour des longs métrages et bien pour sûr. Des courts métrages, on en est à 1 ou 2 ans. Parce que là, elle commence. J'étais un petit peu moins pas d'inquiétude pour Karine Delisle. Votre film pourra a priori montrer l'année prochaine. On a commencé les personnages avec Catherine. On a le vilain du premier Maman, regarde, lui aussi fait méchant. Merci beaucoup Clémence. Et puis on retrouve toute la programmation sur le site internet du festival. Et puis on peut même avoir une carte de fidélité. Alors, c'est formidable ça. Eh oui. Voilà, merci beaucoup. On lance un petit appel à témoins avant de se quitter en vue d'une prochaine émission. On attend vos réactions sur l'astrologie. Si ça vous passionne, eh bien, venez nous en parler. N'hésitez pas, vous allez sur la page Facebook de France 3 Bretagne où vous nous écrivez un petit mail à l'adresse qui s'affiche. Et sinon, vous n'hésitez pas à nous appeler 02 99 01 74 13. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain jeudi à 10h50 avec une émission consacrée à la retraite. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, votre journal régional Kenavo.